Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée numéro 40. Aujourd'hui, je suis avec une personne qui est une personne remarquable et sur le plan humain, personnel, et aussi sur le plan des talents. Il est à côté de moi. Il s'agit de Alessandro Zupardo, chef des chœurs de l'Opéra national du Rhin. Cher Alessandro, merci, Bonjour, bonjour. bonjour à toutes et Euh, à tous. ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'enregistrer a posteriori l'introduction du récital que Alessandro a bien voulu faire samedi 2 avril à 18 h, ici à l'Odyssée, dans le cadre de Cinéma d'Europe sans frontières, puisque une des sections de Cinéma d'Europe sans frontières, c'est les 100 ans de Pasolini, Pier Paolo Pasolini, qui était né le 5 mars 1922, et pratiquement 100 ans après, donc on a consacré une rétrospective, et dans le cadre de cette rétrospective, eh bien, il y a eu un récital formidable, et le grand coupable, la tête de Turc a critiqué, c'est évidemment moi, puisque on a eu des problèmes techniques d'enregistrement, et vous allez voir tout de suite après cette introduction, eh bien, des fragments. Malheureusement, c'est pas en continuité, mais c'est tellement intéressant. C'est d'une intelligence rare, tranchante et d'un dynamisme qui est absolument extraordinaire. Et donc, nous sommes persuadés qu'il faut garder une trace pour la postérité. Et cher Alessandro, donc je te laisse le soin d'introduire un peu la méthode que tu as choisie et ce que tu as Oui, fait. Et ensuite, nos amis spectatrices et spectateurs pourront voir des fragments un tout petit peu incomplets, mais qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et l'ivresse, c'est de bénéficier de tes lumières et de ton regard intelligent merci. sur le rapport de Pasolini à la musique. Ben oui, Pasolini fait partie de ma vie parce que quand j'étais adolescent, sont sortis les films plus importants, les derniers films de sa carrière. Et c'est un personnage, bien sûr, dans notre pays, c'est un des plus grands talents qu'on a eu, un des plus grands poètes. Il était réalisateur, pas musicien vraiment, mais il aimait la musique. Il avait un rapport un peu émotionnel, et très direct et poétique avec la musique. Il était fasciné par les sons de la nature. Il disait que les sons, c'est quelque chose qui vient directement du ventre de la nature. Ça veut dire aussi les silences, aussi les voix des animaux, le chant des oiseaux. Il a pris ça pour décrire sa poétique. Je me souviens que dans Edipo Ré, on commence le film avec la voix des cigales. Avant d'écouter la musique, il y a déjà la nature et les cigales. Il avait un rapport très profond avec la nature, avec la tradition, et avec cette idée que dans la nature, il y a tout. On peut se retrouver dans une forme archaïque de l'existence, et il a utilisé ça dans ce film. Mais bien sûr, il avait aussi une passion pour se modérer, on peut dire, pour Johann Sebastian Bach, qu'il a utilisé dans les premiers films. Et d'abord, comme je dis l'autre jour, d'abord, il était un peu méfiant de laisser composer une musique pour des films. Il avait dit, je préfère utiliser de la musique préexistante parce que de qualité, plutôt que risquer d'avoir une musique composée pour l'occasion et qu'après ça va résulter médiocre. En tout cas, dans le cinéma de Pasolini, ce que c'est intéressant, et il y a une littérature immense de livres sur son œuvre, ce que c'est intéressant est que la musique n'est pas casuelle, c'est pas une casualité. Il est tellement lié au personnage et a donné l'émotion au public qu'on peut pas on doit s'efforcer à l'analyser pour comprendre vraiment la politique de Pasolini. Et oui, ce qu'on a fait l'autre jour, c'était une panoramique assez rapide. J'ai dû courir pour partir d'Arcatone et arriver à Salon, parce qu'il a quand même tourné beaucoup de films. Mais c'est un peu pour décrire au public l'importance de, comme il disait,
il disait l'image sur l'écran est assez plat. Même si on voit des perspectives, c'est une illusion parce qu'en réalité l'écran est plat. Alors quoi faire? Il y a deux façons d'ajouter la musique. On peut ajouter la musique dans une façon qu'il disait horizontale. Ça veut dire que la musique va suivre les images, le parcours des images, ou bien, comme il voulait et comme il a toujours fait, il y a une façon verticale d'ajouter la musique. Ça veut dire une musique qui est tellement liée au personnage, au sentiment du personnage, qui arrive à percer l'écran et arriver directement au cœur du public. Eh bien, c'est formidable et vous allez voir une maîtrise, une décontraction. Ce que j'apprécie particulièrement chez Alessandro, c'est qu'il fait les choses très sérieuses, sans se prendre au sérieux. Vous savez, les gens qui parlent en bouillant l'été, la culture, etc. Et c'est à l'arrivée un résultat qui est passionnant. Et c'est très important ce que tu as dit. C'est-à-dire que Pasolini, il part du principe que la musique est issue de la rumeur de la nature, de la rumeur de la vie, et que les bruits sont porteurs de musique, les bruits qui sont issus des activités de la vie. Et donc, merci beaucoup, cher Alessandro. Et nous continuerons à travailler ensemble sous d'autres modalités. En tout cas, vous allez voir maintenant, vous allez entendre et voir des fragments du récital, du moment musical, disons, qui nous a été offert ici, dans la grande salle de l'Odyssée, avec beaucoup de monde qui était là et enchanté, samedi 2 avril de l'an de grâce 2022, dans le cadre de la section Pasolini du festival Cinéma d'Europe sans frontières. Et je profite de l'occasion pour remercier et saluer aussi le directeur de l'Institut culturel italien, Giovanni Glussu, qui nous a accompagnés et nous a soutenus pour cette manifestation et cette opération particulière. Merci beaucoup, ciao, Merci à bientôt, à Alessandro. À bientôt. Au revoir. Alors, le projet c'est d'aller jusqu'à Salon, je dois faire rapidement. Mamma Roma. Dans Mamma Roma, pas seulement les chansons populaires, mais aussi les stornello. Ça veut dire, stornello c'est, on utilise normalement pour faire un dialogue entre deux personnages et on fait de la rime spontanée pour envoyer des messages. Et ça, on le voit dans Mamma Roma déjà au début, dans la scène du mariage. Mais dans Mamma Roma, il y a aussi un moment où il fait les romances. Mamma Roma faisait la prostituée et son ancien protecteur qui a besoin d'argent, il y a une scène où il vient lui demander de le recommencer à travailler, même si maintenant elle a un enfant assez grand, 15 ans, 16 ans. Et elle dit, mais moi je ne veux plus aller, tu dois le faire. Et il lui dit des choses tellement terribles, tellement vulgaires. Il dit, c'est moi.
Une autre chose qu'ils utilisent, c'est un peu comme dans les opéras de Wagner, c'est des leitmotifs. Ça veut dire que ce thème-là, c'est toujours référé à Mamaroa, à la mère. Parce que quand les garçons essayent de voler une radio dans une hôpital à quelqu'un qui est malade, il vient bloqué et il va en prison. Et pendant qu'il souffre, parce qu'il a la fièvre dans ce moment-là, et il va mourir, malheureusement, il y a un compagnon dans la prison qui chante cette mélodie comme ça, spontanément. Et ça, c'est vraiment un lien très fort avec sa condition de malade, avec la fièvre presque mourant. Et c'est sa mère qui revient à travers de la musique. Ça veut dire la musique. Ce n'est pas un accompagnement, c'est vraiment toujours la substance de ce qui se passe sur le Finito. Alors, on a dit que pendant les scènes de Dakar, il y avait la musique sublime. Maintenant, dans un petit épisode qui s'appelle La Ricotta, où il y a une représentation d'un tableau de Pontormo, il y a un pauvre figurant qui a faim, qui n'a pas de moyens pour manger, qui prend son repas qui lui donne la production du film. Orson Welles, c'est le réalisateur dans cette film de Pasolini. Et il le donne à sa famille, parce qu'il y a la femme et ses enfants qui doivent manger. Alors il cherche à manger. À la fin, il meurt de faim. Non, il meurt de faim. Il meurt pour trop manger, parce qu'à la fin, il marche trop. Il meurt. Et c'est le pauvre diable. Et pendant cette reconstruction du tableau, avec la déposition de la croix, comme là, il y a les figurants qui s'amusent avec un twist de la ricotta. Le contraste qui crée, cinq personnages, c'est-à-dire la Marie qui pleure, le Christ à la croix, et ces personnages au-dessus de la croix qui parlent à Christ comme ça. Ça, c'est aussi un contraste, cette émotion particulière. On est déjà à... on a passé l'évangile de Matthieu. Ok, dans l'évangile selon Matthieu, il y a beaucoup de musique de Mozart, de Bach, la même musique d'Arcadone vient aussi sur l'évangile. Mais il y a une particularité. L'évangile est parlé en dialecte. C'est une autre aspect de lien avec la tradition. Dialecte d'une région qui s'appelle Abruzzo. Dialecte abruzzese. Et là-bas, il y a déjà de la musique baillée parce qu'on a la Missa Lupa, c'est un morceau congolais. Et il y a de la musique de Mozart aussi et de Bach, mais aussi Prokofiev, Balakov, Weber, les Spirituals, les chants révolutionnaires russes, Grèce et Brel. Dans l'évangile, il y a un peu de tout. Et ici, à part le dialecte, on peut déjà commencer à parler du silence dans les films de Pasolini, parce que la musique, c'est peut-être important, mais le silence aussi. Il y a une scène avant le commencement de la Via Crucis où Jésus entend les oiseaux. Il y a un rossignol, il entend chanter, il s'approche pour l'écouter, et quand il s'approche, l'oiseau arrête de chanter. Et cette tension du silence,
ambiance, c'est un peu l'annonciation que maintenant va commencer il y a rouge. Comme je vous dis, il y a des études sur la musique des films de Pasolini. On ne peut pas dire tout maintenant, mais c'est important de savoir que chaque chose a son significat et ce n'est pas un accompagnement superficiel. Alors, on est arrivé à Edipole. Non, mais avant, il y a Ucellacci et Uccellini. Coup de théâtre, chose absolument géniale. J'ai oublié ça, qu'il y avait dans la ricotta pour commencer avec le twist. Quand il s'agit du personnage du pauvre Yann qui meurt, il y a le Liessil, un chant de chant grégorien qui va. Alors, voilà, alors, chose plus importante. Coup de théâtre, chose géniale, 1000 fois dans l'histoire du cinéma, peut-être la dernière, où les réalisateurs décident de faire des génériques où sont indiqués tous les producteurs et les acteurs du film, et même les génériques du final, de fin du film, avec la musique. C'est la première fois qu'il commence à travailler avec Ennio Morricone et il lui demande de faire cette chose-là. C'est un peu bizarre parce qu'au début, Pasolini disait je préfère utiliser une musique préexistante, de musique sublime pour mes films, ça veut dire Bach, Mozart, des autres compositeurs connus, plutôt que faire une musique composée pour l'occasion que ça peut être médiocre. Mais maintenant, il est arrivé à un moment de sa vie où il change d'avis. Il demande à Morricone de faire pas seulement la musique du film, mais faire aussi les génériques. Je fais les débuts, s'il arrive, qui annonce les acteurs en chantant. Alfredo Bini presenta l'assunto umano, nella storia Ucellacci e Uccellini. Paolo Pasolini, con l'innocente confurretto, Davidetto. Et il continue en nommant tous les acteurs, en disant à la fin des génériques du début, en risquant sa réputation, c'était dirigé par Paolo Pasolini. Et quand il dit c'était musiqué par Ennio Morricone, il y a un grand éclat de rire dans la musique. C'est génial, personne n'avait fait ça avant ça. On est arrivé à Edipole. J'ai déjà parlé de l'utilisation du flûte japonais pour les niveaux, même si ce n'est pas en Japon. Mais ici, il reprend
rosa, assez mûr, qui s'appelle La Dissonance, et l'utilise toujours comme thème de la mer. À la fin du film, c'est Tiresias, on dit là en français, qui joue ça à la flûte. C'est la musique vraiment énigmatique. Je vous laisse entendre le début. La partie plus belle de la vie, l'amour, parce qu'il y a cette beauté merveilleuse, déchirante beauté du créateur, de la création divine. Une fois que, si on veut, on peut synthétiser, on voit qu'on brise les règles de la justice qui est réglée par la société, que ce n'est pas la justice naturelle. On découvre vraiment la nature. Le monsieur, comment on dit, je ne sais pas en français, qui prend la parole, le Sfaxino, Les boueurs. Les boueurs. Ok. C'est Domenico Modugno, c'est le même qui a chanté les titres des Lucia Cicciolini, mais qui a, cette fois, il chante une chanson avec les textes de Pasolini. C'est une chanson
d'amour, très poétique. Et la phrase plus belle, à mon avis, c'est quand il dit la victime qui sourit vole quelque chose au voleur, alors que la victime qui pleure vole quelque chose à soi-même. Je vous chante un peu de ça parce que c'est une chanson très belle aussi. Pas entière parce que ça dure un peu, mais on est en retard. Avec
de la musique iranienne, etc., avec la société civilisée de Jason, et pour ça, il a utilisé un flûte de charbon. On est à la trilogie de la vie, on est presque à la fin. Dans les Cameroun, il y a encore une nouveauté. Le dialecte de l'Anchis, c'était la Bruxelles, de la Abruzzo, et maintenant c'est le dialecte napolitain. Il transporte tous les nouvelles du Boccaccio de la Toscana à Naples. Et dans les génériques, au début, il y a les Stornelli et une bande qui sort, et tout ça est napolitain. Ici, il y a Fenestra Chile, mais il y a aussi une vieille chanson, que c'était la chanson de la veuse, ceux qui allaient à la fontaine des robes, qui s'appelle Il canto delle lavandaie del popolo. Je sais le faire une strophe. Mai promise quattro moccatore, vuoi quattro moccatore, vuoi moccadora, io so venuto a te, io so venuto se devo dare, me devo dare, me devo dare. E si quattro talmente oie, talmente oie, talmente oie, chi do che vuole te, chi do che vuole te, rompe oie, ne rompe oie, ne rompe oie, ne rompe oie. Ça, c'est aussi une mélodie qu'on peut dire sans non. Après, il y a une autre grégorien dans les nouvelles des Canterbury, maintenant on est à Canterbury. Il y a une autre grégorien qui est attribuée à l'archevêque de Canterbury. Ça veut dire que parmi toutes les chansons anglaises, il a choisi aussi de la musique cultivée, mais avec un significat. On n'écoute pas ça, mais il y a une ballade qui c'est très connue du Canterbury qui s'appelle The Old Piper, que tout le monde a connaît. Si vous avez vu le film, c'est Ligneto qui chante ça.
On a fait la trilogie de la vie, on devait commencer la trilogie de la mort. Mais Pasolini était trucidé, on dit, assassiné, avant que Salò est sorti dans les salles. Le film qu'il était en train de préparer, c'est l'histoire du soldat. Et dans l'histoire du soldat, vous voyez, il y a encore le violon et les tables. On ne connaît pas, il a écrit un livre, on peut lire déjà le livre. Dans Salò, comme je vous dis, il y a la misère humaine dans toutes ses formes. Et qu'est-ce qu'il fait Pasolini? Il commence avec une musique qui lui définissait vulgaire. Pour les génériques du début, il a fait une musique de l'époque qui disait que c'était très vulgaire. Pour lui donner le premier input. Mais après, quand tu commences, il est figuré comme l'enfer de Dante, ce film-là. Et il y a des histoires qui vont être racontées à ces pauvres prisonniers des fascistes, des Gérard fascistes. Et il y a une belle dame, très élégante, très belle, avec un visage presque angélique, qui raconte des histoires impossibles à supporter. Parfois, terrible. Et il choisit la musique de Chopin, que Chopin est considéré comme le compositeur romantique par excellence, mais aussi avec un côté féminin délicat, alors que ce qu'on entend sur ces musiques sont des histoires terribles. Maintenant, je vous joue un prélude de Chopin, et sur cette musique, il y a l'histoire d'un ami de cette dame qui avait une perversion scatophique. Il demandait que lui a apporté des excréments parce qu'il avait cette passion incroyable. Sur cette musique.